Toutes ces plateformes qui vont faire du référencement, du classement, de l'affichage à partir d'un requêtage, doivent avoir une transparence, sur le profilage qui peut guider effectivement cet affichage, donc ça résonne avec le RGPD, et sur les biais qui sont pris pour sélectionner ou afficher prioritairement tel ou tel produit. Bonjour, nous sommes dans le podcast de As Avocat et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Ève Renaud-Chouraki, spécialiste du droit de la concurrence et qui est directrice du pôle plateforme et concurrence au sein du cabinet As Avocat. Alors aujourd'hui, Ève, on va parler d'un enjeu et d'une problématique qui est particulière, qui est celle des plateformes, du DMA et du DSA. Et la question, ça a été annoncé, c'est la fin du Far West. Il y a maintenant un shérif dans la ville. En tout cas, c'est ce que dit la Commission européenne, que c'est désormais elle le shérif dans la ville. Maintenant, on va voir au fur et à mesure de ce podcast si finalement on vient réguler et si finalement il y a vraiment un shérif. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le DMA, ce qu'est le DSA? C'est le premier point qui serait intéressant à rappeler à nos auditeurs. Alors, DMA et DSA sont deux projets de règlement qui ont été pris, effectivement proposés par la Commission européenne, présentés en fin 2020 et qui vont vraisemblablement entrer en vigueur 2023 pour le DMA et 2024 pour le DSA. Et là, on cible en fait les GAMAM, Google, oui. Amazon, Meta, Apple, Microsoft. Oui, alors le DMA a une vue marché, donc il a pour objectif, il s'adresse directement effectivement aux GAMAM et il a pour objectif en fait de venir un peu réguler des pratiques de position dominante, de mise sous dépendance d'utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou consommateurs. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de libérer une concurrence idéalement européenne. Oui, c'est parce qu'on faisait véritablement un reproche en fait à ces big tech qui étaient là et qui en fait étouffaient le marché, à la fois l'innovation, d'une part parce qu'elles étaient les premiers arrivés et elles avaient une porte d'entrée et donc on ne pouvait plus innover, ou alors parce qu'elles rachetaient des autres entreprises par des acquisitions. C'est ça le DMA. Avance technologique et avance économique difficilement rattrapable, c'est le prisme, effectivement. Et alors le DSA, lui? Le DSA, il n'est pas applicable qu'aux super plateformes, il est applicable à toutes les plateformes avec des obligations pour certaines augmenté pour les super plateformes. Et lui, il est sur la vision contenu. Donc l'idée, c'est que on met à jour la fameuse directive e-commerce qui avait traditionnellement fait la différence entre hébergeurs, éditeurs dans les responsabilités. Mais on ne revient pas sur cette dichotomie. Et on vient trouver l'équilibre entre cette irresponsabilité a priori des hébergeurs et l'instauration d'obligations de vigilance et de transparence, mais sans aller jusqu'à une obligation de surveillance généralisée. D'accord. Alors, on voit que ce sont des nouvelles règles qui sont mises en place. Est-ce que ça touche tous les opérateurs? Et est-ce que finalement, ce n'est pas plus de contraintes que quelque chose qui vient protéger ceux qui sont les plus faibles? Alors ça, l'avenir nous le dira. Il est vrai que pour le Digital Market Act, ça va être une série d'obligations et donc de contraintes, mais c'est le biais qui a été pris et c'est la volonté de la Commission européenne. Oui, elle s'était rendue compte qu'en faisant ces contrôles a posteriori, ça ne marche pas. Et qu'on arrivait en fait à rebours à chaque fois et que la pratique avait évolué et qu'on sanctionnait alors que la pratique n'était plus en œuvre. Donc, on avait toujours un train de retard. Sur le DSA, il y a effectivement des obligations qui sont mises, mais en France, ça va peut-être pas forcément révolutionner complètement les choses parce que nous, on avait déjà un système avec la LCEN. On avait déjà des règles. La loi pour une République numérique qui était quand même assez avancée. Donc, il y a quand même une volonté, finalement, d'harmoniser au niveau européen le système. Il y a 3 interdictions qui sont quand même fortes. Celle autour de l'auto-préférence, celle du référencement par défaut et celle d'installation. Pour le DMA, exactement. Ça, c'est des obligations qui sont très fortes, mais ça, c'est tiré en fait de l'observation des GAMAM. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils s'auto-préfèrent. On l'a vu pour Google Shopping, on le voit actuellement pour Amazon avec les données, on peut le voir de manière un peu plus discrète pour Apple. Il y avait toutes les problématiques de préinstallation, c'est-à-dire que vous achetez un iPhone, vous ne pouvez pas effectivement installer le Play Store si vous vouliez. Donc là, ça va évoluer. Et puis, il y avait l'interopérabilité qui est vue de manière positive, c'est-à-dire que vous puissiez
avoir en fait la possibilité de basculer d'écosystème en écosystème. Parce qu'en fait, le principe des gamams, c'est que ils ont fait chacun leur écosystème qu'ils ont verrouillé. Ils ont verrouillé les utilisateurs, consommateurs, qui n'arrivaient plus à switcher de l'un à l'autre, mais ils ont aussi verrouillé les utilisateurs professionnels parce que c'est aussi des plateformes pour les utilisateurs professionnels. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche était avant la commission qui devait apporter la preuve que la plateforme entravait en fait les mécanismes de la concurrence. C'est aujourd'hui l'inverse qui est prévu puisque ce sont les Renverser la charge de la preuve. Maintenant, c'est les gamams qui vont devoir dire non, je n'ai pas fait ça. Donc ça va simplifier le travail effectivement d'enquête, mais on instaure une présomption fautive et on a listé des pratiques dont on sait par expérience que, mises en œuvre par ces super plateformes, elles auront nécessairement un effet sur la concurrence de par le positionnement sur leur marché. Est-ce que vous pensez que finalement l'objectif qui est de retrouver d'une manière économique une certaine souveraineté numérique pourra être atteint grâce en fait à ces nouvelles réglementations mises en place? Alors ça, il y a tout un débat. C'est-à-dire que est-ce que la souveraineté européenne est uniquement limitée par le poids des GAFAM? Très certainement sur une grosse partie. Mais il y a quand même aussi derrière, et c'est un règlement en vue juridique qui ne peut pas aller sans une vue économique et administrative. On a quand même, en Europe et en France, un administratif et une lourdeur et une agilité qu'on a du mal à trouver. Donc il faut que, en parallèle de toute cette réglementation dure, on libéralise aussi cette capacité de concurrence, et pas que par le droit. Alors, concrètement, au sein du cabinet Asavocat, dans votre direction plateforme et concurrence, comment ça se passe? Parce que l'impact, les clients, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous demandent? DMA, DSA, comment vous traitez ça? Et comment vous anticipez en fait ces règlements qui vont arriver très bientôt? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à l'état de projet, donc on est sur des grands principes, on attend de voir comment ça va se décider et être rédigé directement. Mais on a quand même des grands signaux. Soit on a effectivement des entreprises qui rentrent dans les champs d'applicabilité du DMA. Donc, on est quand même sur une position économique solide, c'est 75 milliards de dollars de valorisation ou 7,5 milliards effectivement de chiffre d'affaires réalisé au sein de l'Union européenne. On est quand même sur un nombre d'utilisateurs, c'est 45 millions d'utilisateurs, donc on est sur des très gros volumes. Donc, mais si on n'est pas dans ce champ, et ça c'est un message qu'on essaye de passer auprès de nos clients qui ont des grosses plateformes, c'est que certes pour les GAFA il y a une présomption, mais pour des grosses plateformes françaises, c'est quand même en fait des interdictions de pratiques qui sont a priori abusives et qui seront qualifiées cette fois-ci par les autorités. Et on les accompagne dans ce qui est le biais principal en ce moment sur les marketplaces, qui est la problématique de collecte, d'utilisation de la donnée. Oui, mais enfin, on se rend compte quand même que on protège, c'est l'État, c'est les États qui protègent leur marché, mais les entreprises privées en tant que telles ne sont pas protégées finalement. Non, alors ça, elles sont de toute façon confrontées à un empilement de règles et elles doivent gérer leurs risques par rapport à ça. Et est-ce que vous pensez que dans le DSA, les moyens qui sont mis en place de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la contrefaçon, la lutte contre les contenus haineux, va pouvoir permettre d'être beaucoup plus efficace? Alors ça, c'est tout un débat. On a effectivement sur le DSA, donc Digital Services Act, on a plusieurs niveaux en fait. Il y a effectivement un niveau de transparence, et ça c'est en résonance avec le P2B qui s'applique aux professionnels, ou avec Omnibus qui a une vue consommateur. Il y a un sens quand même du droit à dire toutes ces plateformes qui vont faire du référencement, du classement, de l'affichage à partir d'un requêtage, doivent avoir une transparence, sur le profilage qui peut guider effectivement cet affichage, donc ça résonne avec le RGPD, et sur les biais qui sont pris pour sélectionner ou afficher prioritairement tel ou tel produit. Donc on a cette vue de transparence. On a une vue contenu illicite, mais qui est effectivement très large. Donc ça va de la contrefaçon à des contenus haineux sur des réseaux sociaux, à effectivement du revenge porn, comme on a pu voir aussi sur des réseaux sociaux, du complotisme. Et donc ça, c'est traité au travers de plusieurs obligations. La première, c'est que on doit simplifier la notification des contenus illicites. Alors, la plupart des plateformes ont déjà des process qui permettent effectivement de notifier un contenu illicite. Mais on doit aller plus loin. Mais on doit aller plus loin. On doit, et on va mettre en place ce qu'on appelle des signaleurs de confiance. Alors, pour le moment, on ne sait pas trop qui ça sera, qui vont avoir en fait un dialogue direct avec les plateformes et qui vont remonter des contenus illicites pour dialoguer directement plus en proximité. Et on va avoir, et ça c'est important pour les marketplaces, certes elles resteront hébergeurs a priori,
mais elles vont avoir des obligations de contrôler avec qui elles travaillent. C'est-à-dire que tous les vendeurs qu'elles vont référencer sur leur marketplace, on va leur demander de collecter des informations sur les vendeurs et de procéder à des contrôles aléatoires pour limiter l'impact des produits dangereux, les médicaments, tout ce qu'on a déjà pu entendre, les jouets pour enfants, mais aussi la contrefaçon en fait de produits. Parce que beaucoup de marketplaces comme Amazon disent moi je suis hébergeur, j'ai trop de vendeurs, je ne peux pas contrôler ce qui est contrefaisant et ce qui ne l'est pas. C'est une question qu'on verra dans un autre podcast sur la question de l'augmentation de la responsabilité des opérateurs. Ouais. Je vous remercie beaucoup. J'ai compris et nous avons tous compris que derrière en fait ces réglementations, on passe d'un nouveau paradigme. Confiance devient maintenant aussi transparence, besoin de transparence, et c'est ce qu'a fait le législateur. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite. Merci à vous, Gérard.